Expliquer un tel drame? On cherche des réponses aujourd'hui, mais pour l'instant, il y en a peu. Existe-t-il, par exemple, un profil de tueurs fous, c'est comme ça qu'on les appelle, des points communs entre eux? Cyrus Amin est psychocriminologue. Il est avec moi en studio à Montréal. Monsieur Amin, bonsoir. Bonsoir. Et dans nos studios de Trois-Rivières, Michel Oligny, un ancien policier de la Sûreté du Québec, travailleur social et spécialiste des situations de crise. Monsieur Oligny, bonsoir. Bonsoir, M. Beauvais. Monsieur Amin, moi je le qualifie de tueur fou. Je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent ce soir, James Holmes était fou. Est-il fou? Quelle est la définition de la folie? La folie meurtrière que ce monsieur, un jeune homme de 24 ans, est doté. C'est une personne que j'imagine il a une histoire, je dirais, une personne sans histoire. Si vous arrivez à un niveau doctorant en neurosciences, c'est que certainement vous êtes intelligent. Simplement, le profil de personnalité, que sans vouloir trop avancer dans l'histoire de cet individu, tout est prémédité de façon extrêmement intelligente. Cet individu, il souffrait certainement d'une forme de psychopathie de type borderline. L'individu, il est doté d'une force d'intelligence d'aller préméditer son acte. Maintenant, avec l'intervention des policiers, en épluchant son dossier de passé, on pourrait savoir si, dans les périodes, je ne sais pas, de son adolescence ou son jeune adulte, il n'a pas heurté un problématique qui le ramène à cette geste meurtrière. Est-ce qu'il y a donc dans les tueurs, ceux que j'appelle les tueurs fous, des traits communs, par exemple de narcissisme ou des traits communs qui permettent de relier ces tueurs? C'est une forme, je dis encore, de type de psychopathie, quels que soient les traits caractéristiques de personnalité de la personne. Il commet ses gestes, mais le moment de passage à l'acte. Moi, j'ai l'intime conviction des personnes qui font mal. Dans ma carrière de 20 ans en France, je me suis occupé des jeunes acteurs d'actes de violence graves pour le ministère de Justice. Ce sont des individus qui sont animés au moment de passage à l'acte dans la peau d'un personnage. En l'occurrence, le Batman. Tous ces jeux d'ordinateur et tous ces jeux électroniques amène que l'individu se mette directement dans la peau d'un héros, que ce soit un héros de dessin animé, d'un héros, et puis à un moment donné, il va aller quelque part perpétuer son acte geste mortel. Donc vous faites un lien entre les jeux vidéo et ce qui peut se produire des fois. J'aimerais qu'on y revienne dans un instant. Le temps d'amener M. Oligny dans la conversation. On aimerait qu'on soit capable de prévenir de tels incidents, M. Oligny, ou de tels événements dramatiques. Est-il possible de le faire? C'est très difficile. Vous savez, ce sont des gestes qui sont très isolés, mais comme vient de dire votre collègue, là, le monsieur a planifié cet attentat, parce que moi j'appelle ça comme un attentat, là, et aussi, ce qui est caractéristique, c'est qu'il est très intelligent, parce que au lieu de faire son crime de jour, il le fait de soir, donc il se met un masque. Alors, mais c'est pas facile. Lorsqu'on fait un profil en situation de prise d'otage, on essaie justement de comprendre la psychologie de l'individu. Et une chose qui est probable, dans la majorité des causes que les gens travaillent seuls, on voit qu'ils ont des personnalités qui sont très, très style narcissiques. Donc, selon vous, ce sont des gens qui recherchent ce que Andy Warhol avait appelé le 15 minutes de gloire, c'est-à-dire de marquer l'histoire? C'est ça qui les pousse à agir comme ça? Souvent, c'est ça, mais dans le cas présent, on a vu, en tout cas, la personne s'est rendue sans faire aucun problème. Il y a d'autres cas où, pour sa popularité, malheureusement, ce qu'ils font, ils se font tirer par des policiers de façon volontaire. Monsieur Amin, vous faites un lien entre la violence à la télé ou les jeux vidéo. Est-ce que ce lien-là, scientifiquement, est véritablement fait avec le passage à l'acte? Il y a des études. Il y a des études sur les criminels à haut risque. C'est des choses qui ont été étudiées, observées. Le seul problème, c'est que, comme à l'opposé, par exemple, de King Bear, l'acteur de tuerie de Polytechnique, lui, il se rend sans aucune résistance aux policiers. Son gloire de ce fameux 15 minutes, son histoire qui a marqué l'histoire de la société, c'est-à-dire le rôle de ce dédoublement de personnalité dans la peau de Batman quand il arrive dans la salle et il tire sur tout ce qui bouge. C'est terminé, mais lui, ça serait bien qu'on l'analyse. Qu'on comprenne, au lieu de... je dirais, il faut créer carrément
une cellule, une équipe spécialisée allait décortiquer quelle était vraiment la vraie motivation d'un tel passage à acte meurtrière. Parce qu'il y a des millions de gens qui regardent des émissions violentes, qui regardent Batman à la télévision ou au cinéma, qui jouent à des jeux violents et qui ne passent pas à l'acte. C'est quand même un incident relativement isolé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un basculement à un moment donné? On peut parler d'être isolé, M. Beauvais. J'attire votre attention sur un fait. C'est un jeune homme de 24 ans. Quel est l'âge mental de ce garçon-là? Malgré son intelligence et ce qu'on dit par rapport à lui, il est assez trop tôt de faire un profil vraiment selon le coefficient d'intelligence, mais c'est un gars qui doit être extrêmement, extrêmement fort. Il a planifié, il a prémédité, mais il a organisé d'une façon. Regardez, les policiers, ils sont en train de fouiller à l'heure actuelle son affaire. C'est qu'il n'a pas étudié quelle neuroscience. Il n'est pas qu'un jeune doctorant en sciences médicales. Il est spécialiste expert en explosif aussi. Explosif. Donc, il n'est pas loin d'un passage de ce qu'on appelle la crise d'adolescent, un jeune adulte récemment arrivé dans le monde, mais il est animé par cette période, là où l'adolescent cherche, où le jeune adulte cherche à s'affirmer sur le plan social. M. Oligny, dans des endroits publics, est-il possible de réduire ou d'avoir le risque zéro pour de tels genres d'événements? Non, le risque zéro, c'est impossible. Par contre, lorsqu'on est en foule, à soir ici, je suis sur la rue principale à Trois-Rivières, c'est la fête. Alors, il y a plein de gens. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est regardons juste dans nos alentours. Comme je disais, là, 93% de toute forme de communication, c'est le langage du corps, le body language. 55 par le corps, les mimiques, les gestes, les mouvements. 38 par le ton de la voix. Alors, si dans une foule, moi, j'entends un cri qui sort de l'ordinaire, mais il est certain que mon attention va être vers là. Je veux revenir sur les vidéos. Effectivement, le docteur a bien raison, parce que on voit l'âge de ceux qui font des crimes semblables. On ne voit pas des gens dans la cinquantaine. On voit la nouvelle génération qui joue sur des jeux d'ordre vidéo. Donc, ils apprennent à manipuler des armes exactement comme on fait dans une école de police. Et ça a un impact sur de futurs candidats qui, peut-être à cause de la drogue, de la maladie mentale, pourraient passer à l'attaque parce qu'ils ont développé des habilités. Des habilités équivalentes à ceux des policiers à cause de ces jeux vidéo. J'aimerais, messieurs, présenter Vincenzo Guzzo. Il est le vice-président exécutif et chef des opérations des cinémas Guzzo. On le retrouve au téléphone. Monsieur Guzzo, l'événement d'hier à Aurora, est-ce que ça vous incite à augmenter, par exemple, les mesures de sécurité dans vos cinémas? Malheureusement, non. Vous savez, c'est une question... écoutez, je pourrais vous répondre oui et passer pour un bon citoyen corporatif, très corporate, très ça, mais la vérité des faits, c'est que ça serait illogique pour nous de dépenser de l'argent pour essayer de faire croire au monde que, oh oui, regarde, on va être capable de régler le problème, que si la prochaine fois qu'un gars avec une mitraillette va penser de rentrer dans nos cinémas ou dans un cinéma, on va être capable de régler le problème. La vérité, c'est que oui, on a augmenté la sécurité, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé au Colorado. Mais craignez-vous que vos clients aient un peu peur? Non, je pense pas. Écoutez, j'ai donné une batterie d'entrevues à un de mes cinémas au marché central et il y avait une batterie, on a fait des sold-out avec les Salimax, les clients étaient là, on les a interviewés, il y a du monde qui sont parlé et tout le monde a dit qu'on sait faire la part des choses. On le sait que des événements comme ça, c'est des événements qu'on ne peut pas contrôler. Écoutez, vous savez, la personne est rentrée, il a décidé de rentrer dans un cinéma. Il aurait pu rentrer dans un stade, il aurait pu rentrer dans une salle de spectacle, il aurait pu rentrer dans un aéroport. Essayez d'imaginer le dégât qu'il aurait pu faire dans un aéroport à l'heure de pointe quand le monde doit quitter, puis il y a des line-up un petit peu partout, puis il rentre là avec une mitraillette, puis il commence à mitrailler. Même à LAX, que vous savez, il y a beaucoup de sécurité partout. Le gars, il rentre, et c'est ça qui est le problème. C'est qu'il faut toujours se rappeler, c'est un fou qui a fait un geste de fou, et malheureusement, il y a eu la possibilité de le faire, ce geste-là, parce qu'il habite dans un pays qui n'a pas encore compris, je m'excuse, qu'une mitraillette à 70 cartouches, là, c'est pas ça que le First Amendment, il vient protéger. C'est pas vrai. Dans la Constitution américaine, ouais. Non, oui, mais ça fait pas de sens. C'est pas ça qu'ils voulaient, les Founding Fathers, comme on dit. Là. C'est pas ça. C'est une affaire d'avoir une arme de pointe à sa résidence pour être capable de se protéger dans l'éventualité qu'il y a quelqu'un qui rentre. Mais avec une mitraillette à 70 cartouches, là, je m'excuse, c'est de qui vous voulez vous protéger?
Monsieur Goudzo, là-dessus, c'est sur cette question qu'on va se laisser. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je vais terminer avec vous, Monsieur Amin. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait des copieurs, qu'il y ait des gens qui prennent cet événement-là, qui se disent « je suis comme lui et je vais passer à l'acte ». Parfaitement. C'est un risque réel? C'est un risque, sans vouloir propager la psychose collective. En effet, ouais. Il ne faut pas aller chercher loin et regarder les événements de la semaine dernière à Toronto. Et les gangs de rue. Imaginez qu'on peut manipuler un ado de 16-17 ans, doté de même intelligence, pour aller chercher ses galons auprès, je dirais, des dirigeants de ces gangs de rue. Et il serait capable de faire passage à l'acte. Donc, il faut investir dans les programmes de prévention. Mais moi, j'attire l'attention des proches. Lorsque un être humain est doté d'une force diabolique de cette façon, il laissera la trace. Il se met à parler. Lorsque vous voulez faire mal, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à son mentor, tuteur de thèse, ou à un collègue ou une copine, il a laissé entendre « je vais faire un passage ». Donc, il y a des drapeaux rouges. Il faut savoir les reconnaître. Il faut les décrypter. Monsieur Ligny, je vous laisse le mot de la fin. Oui, effectivement, il peut avoir des fois un effet d'entraînement. Lorsque des hommes d'État sont les victimes d'un attentat ou d'une tentative, immédiatement, tous les services de protection à travers le monde, on les double dans le renforcement. Alors, par contre, ne paniquons pas, là. Ça ne veut pas dire que d'autres gens vont faire, mais il se peut que des gens malades fassent des choses ou au moins aient des idées de faire pareil. Très bien. Monsieur Ligny à Trois-Rivières, merci d'avoir participé à l'émission. Monsieur Amin, ici en studio à Montréal également. Bonne fin de semaine à vous deux. À vous demain. Bonsoir. Merci, bonsoir.